Bien, eh bien, nous commençons à l'heure. Merci à toutes, merci à tous d'être ici. Merci aux intervenants du colloque d'être restés. Merci au public d'être présent. Et merci à Didier Deninx d'être venu aujourd'hui. C'est un plaisir de t'accueillir. On est parti de loin. Depuis hier, on a fait beaucoup de voyages dans le temps et dans l'espace. On a avancé dans le siècle et on a même fait un petit tour du monde. Donc, on souhaite refermer ce colloque avec un écrivain dont l'œuvre est imprégnée, il me semble, aujourd'hui par la question de l'insoumission. Mais tu nous diras ce que tu en penses, peut-être pas du tout. Et si c'est pas du tout, bah, tu nous le dis. Tant pis, on parlera d'autre chose. Non, c'est une rencontre qui se veut l'occasion de soulever différentes problématiques qui nous ont occupés depuis 2 jours, hein, qu'il s'agisse des questions plus anciennes ou de la situation contemporaine, en écoutant le point de vue donc d'un créateur qui a eu à cœur d'incarner des réfractaires, les incarner, c'est-à-dire leur donner nom, corps et voix. Alors, cher Didier, après une brève présentation de ton travail, je te poserai quelques questions et ensuite je laisserai la salle t'en poser à ton tour. C'est un honneur de te recevoir ici à Lyon. Je crois que tu connais un petit peu la ville, au moins parce que tu participes au Quai des Polars presque tous les ans. Les Quais du Polar qui se tiennent dans notre ville au mois d'avril, qui est une grande rencontre littéraire. Et puis tous ceux qui lisent un petit peu la série noire te connaissent aussi. Tous les lecteurs de récits et de romans policiers, de romans noirs te connaissent. Tu as publié dans la collection dirigée par Georges Duhamel à partir de 1983, dès ton deuxième roman, Meurtre pour mémoire, un récit sur le massacre du 17 octobre 1961, immédiatement récompensé par le Grand Prix de la littérature policière. Tu déploies ensuite dans une dizaine de romans les enquêtes des inspecteurs Cadin, de Gabriel Lecouvreur. Et aujourd'hui, tu es l'auteur d'une œuvre abondante qui déborde le champ de la littérature policière et qui se nourrit de l'histoire sociale et politique des 19e et 20e siècles. Nombreux sont les récits de Didier qui s'appuient sur les mouvements de résistance à l'armée. Je pense notamment à ce texte, Le Der des Der, par exemple, dont l'action se situe dans les années 20 et qui raconte une enquête menée par un détective traumatisé par son expérience du front et confronté au sort des mutins russes réprimés en 1917 au camp de la Courtine, ainsi qu'à la traque des déserteurs à la fin de la Grande Guerre. Alors bien sûr, je pense aussi à Cannibal, le roman Cannibal, paru en 1998, dans lequel Didier raconte le sort réservé aux Kanaks lors de l'exposition coloniale de 1931, sans perdre de vue les révoltes en Nouvelle-Calédonie quelques décennies plus tard. Tu nous offres également des portraits de réfractaires plus ou moins célèbres. Par exemple, dans Galadio, tu suis un adolescent métis dans l'Allemagne nazie. Peut-être tu pourras nous en dire un mot de ce personnage. Et dans Le Banquet des affamés, tu nous fais découvrir Maxime Lisbonne, un combattant de la Commune de Paris. Donc, ces parcours de héros souvent méconnus, Didier les décline également dans des nouvelles très nombreuses. En 2019, il publie Le roman noir de l'histoire, une somme qui rassemble 77 nouvelles écrites sur une quarantaine d'années et dans laquelle on pourra rencontrer de nombreux personnages de réfractaires. On croise un mutin de 1917, un résistant au régime franquiste, un membre du groupe Manoukian, 2 camarades fuyant la guerre d'Algérie, un colon sénégalais, des militants antifascistes ou communistes, j'en passe. Donc, ta présence parmi nous aujourd'hui est donc parfaitement justifiée du fait de ces fictions littéraires richement alimentées par l'histoire des rébellions et qui témoignent aussi de ton souci de l'archive. Je crois que tu as un rapport à l'archive aussi très, très, très vivace. Et elle est justifiée aussi pour tes engagements publics que tu as su prendre et qui ont pu faire de toi non pas un auteur engagé, mais plutôt un écrivain affecté, j'ai entendu ça, ou un écrivain du social. Tu as pu être amené à te définir comme ça plusieurs fois. Et de fait, un essai comme Le goût de la vérité, qui dénonçait le négationnisme en 97, ou plus récemment le tract Gallimard municipal banlieue naufragée, qui expose les raisons du départ de Didier de la banlieue, montre explicitement son aspiration à faire barrage à tout ce qui abîme notre capacité à créer du commun. Donc, tes textes sont destinés à la jeunesse aussi, mais tes scénarios de bande dessinée, comme en 2024, Missak Manoukian, Une vie héroïque, parlent aussi de ces sujets. Et on pourra peut-être s'arrêter à un moment sur tes écrits de jeunesse. Tout ça, je trouve que c'est vraiment aussi la question de l'insoumission. C'est assez exigeant de trouver ça dans des textes de jeunesse. Je trouve ça très intéressant. Donc,
Il y a sûrement urgence à désobéir dans vos histoires, dans tes histoires. Et donc, est-ce que l'écrivain serait par essence un réfractaire, un être affecté par celles et ceux qui sont écrasés par la guerre, écrasés par le colonialisme, effacés de l'histoire ou affaiblis par le pouvoir? Pour poser ces questions, j'aimerais commencer tout simplement par une question assez simple. Que t'inspire le terme de réfractaire? Et ensuite, penses-tu que la littérature a un devoir, ou ne serait-ce qu'a-t-elle les moyens de sortir les réfractaires d'une prétendue marginalité sociale? Moi, je n'ai jamais fixé de but à la littérature. C'est pas comme ça que les choses se sont passées pour moi, en tout cas. C'est essayer de comprendre où j'étais tombé. Donc, c'est plutôt comme ça d'essayer de résoudre cette question. C'est-à-dire que tout autour de moi, comment on voit avec les documents qui défilent un petit peu, tout autour de moi, il y avait des gens qui avaient fait un pas de côté et qui n'étaient pas dans la norme. Et comment tous ces gens-là l'avaient payé extrêmement cher par la destruction de la famille, la destruction des rapports, par la suspicion, par le licenciement et tout. Et ils n'en parlaient pas. Donc ils étaient tous dans le silence. Et interroger le silence, comment faisait que le silence devenait de plus en plus épais. Et donc, tout ça, je l'ai vécu pendant une 25-30 ans à peu près, avant de devenir écrivain. Et j'ai commencé à poser des banderilles, non plus des questions, mais de poser des banderilles dans ce mur de silence par le biais des romans. Donc les romans, d'un seul coup, j'ai vu autour de moi que ce que j'écrivais dans mes premiers écrits faisait que les gens de la famille, les gens de l'entourage, d'un seul coup, ils étaient d'une certaine manière mis en demeure d'aller plus loin. Donc ces interrogations qui passaient par la fiction, toujours par la fiction, les obligeaient à faire un pas en avant. Le premier bouquin, ça a été qui a un petit peu cassé comme ça le cercle de fer, c'est Meurtre pour mémoire, qui parle du 17 octobre 61. J'ai une partie de ma famille qui est d'Algérie. J'ai une partie de ma famille qui a fait la guerre d'Algérie. Donc il y a ça. Il y a une partie kabyle et puis il y a une partie de... ceux qui sont kabyles en parlent assez peu. Et puis ceux qui ont fait la guerre d'Algérie n'en parlent pas du tout. Donc... Comment t'expliques justement... Comment t'expliques ce silence? Alors à la fois pour la guerre d'Algérie et puis même tout le silence qui pesait autour de toi. Pourquoi ce silence? Comment tu le comprends? Oh bah, le silence dans ma famille, un oncle qui a fait la guerre d'Algérie pendant presque 2 ans, il était militant communiste, il était contre la guerre d'Algérie, il a fait la guerre d'Algérie. Cette contradiction-là, elle a bouffé totalement sa vie. Il n'a jamais réussi à résoudre cette contradiction. C'est-à-dire qu'il posait sur lui-même le fait d'avoir suivi le mouvement et de s'être retrouvé avec un képi sur la tête au moment où ça torturait, où ça se tuait, où il y avait des villages stratégiques, où on napalmait, et ainsi de suite. Donc, on est devant des individus sur lesquels on fait peser tout le poids de l'histoire. Alors que dans des guerres, normalement, c'est l'État qui prend la responsabilité du poids de la guerre. Tandis que là, la guerre d'Algérie, c'est une guerre extrêmement particulière où on a fait peser sur les individus. Tout simplement, ça s'explique, on n'a jamais parlé de guerre d'Algérie, on parlait d'événements. Donc les gens qui étaient dans les Aurès et ainsi de suite, ils étaient non pas dans une guerre, mais dans des événements. Donc ils étaient responsables eux-mêmes de ce qu'ils étaient en train de faire. Et ça, ce poids de la responsabilité individuelle que normalement prend en charge l'État, c'est quelque chose qui a tué psychologiquement, humainement, des centaines de milliers de gens. Et j'en rencontre encore, on en rencontre plein. Donc il y a ça. Du côté algérien, j'ai mis 30 ans à comprendre. 30 ans à comprendre, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'appelle Sétif Guelma, 8 mai 1945. Donc 15 000 morts par l'armée française lors des manifestations indépendantistes de Guelma et de Sétif. Mais il a vécu ça, ils ont vécu ça, les gens de ma famille et tout, ils ont vécu Sétif et Guelma. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu à Sétif et Guelma? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y avait les bombardements par les bateaux, il y avait les bombardements par les avions, mais les soldats qui tuaient les Algériens,
Qui c'était? C'était les Sénégalais. Donc, pour beaucoup d'Algériens, ceux qui étaient en face, c'était les troupes coloniales. De la même manière que les massacres de Madagascar, on envoyait qui? Les Algériens, les Marocains. Et donc, pour les Malgaches, ce qu'ils avaient en face d'eux, ce n'était pas le soldat français, ce n'était pas le gars de Corrèze, ce n'était pas le Breton, et ainsi de suite. C'était d'autres troupes coloniales. C'est la perversité absolue du système colonial de prendre une partie des troupes comme ça et de les envoyer et de se mettre. Avec la guerre d'Algérie, d'un seul coup, là, comment les choses deviennent beaucoup plus claires, c'est que ceux qui sont en face sont vraiment les soldats français. Mais même en Indochine, une grande partie des gens qui tuaient en Indochine par dizaines de milliers, c'était les anciens de la Wehrmacht. À Dien Bien Phu, il y avait une majorité de soldats allemands. Donc c'est cette perversité-là qui explique une partie du silence et tout. Et c'est l'intelligence perverse du système colonial de brouiller les cartes comme ça. Et pour remettre les cartes en ordre, il faut 20 ans, 30 ans, 40 ans pour arriver à se le dire. Et dans la famille kabyle, ils avaient peur des Noirs. Il y avait un retrait comme ça dès l'instant où il y avait un Africain, un Antillais et tout, et j'ai mis des dizaines d'années à comprendre ce qu'il y avait. Et donc après, l'explication, c'est mais celui qui envoyait, c'était directement la direction de l'État français. Mais ça, personne ne leur avait dit, personne ne leur avait donné l'explication. Donc ces silences-là, pour arriver à... Vous voyez ce chemin-là, là c'est en 2 minutes où je vous le dis, c'est 30 ans, 40 ans de la vie d'une personne. 30 ans, 40 ans d'une vie totalement embarrassée, une vie dévoyée dans la compréhension de ce qu'on a vécu de plus effroyable, de plus déterminant. Donc, dans ce que j'écris, c'est ça que je cherche. Tu parlais tout à l'heure de Galadios, cette histoire du métis, franco-allemand. Là aussi, en 1918, à partir de 1918, la France a occupé une partie de l'Allemagne. Et là encore, on a envoyé qui en premier? Les troupes coloniales. Et donc, les Allemands ont vu arriver des dizaines de milliers d'Africains. Ils n'en avaient jamais vu. À Duisbourg, un petit peu partout, dans la Sarre, ils ont vu arriver ça. Et il y avait les prisonniers, il y avait plus d'1 million de morts du côté allemand. Il y a eu des histoires d'amour entre des jeunes sénégalais, soudanais, maliens et des jeunes femmes allemandes. On estime qu'il y a eu 1500 métis qui sont nés. Donc ils sont nés en 1919-1920. Et ces métis, ils ont vécu là. Ils avaient une mère allemande protestante, ils avaient un père qui était un indigène, qui n'était pas un citoyen, qui était ou musulman ou catholique et tout. Ils étaient métis, ils étaient et blancs et noirs, ni blancs ni noirs, et ainsi de suite. Donc ils avaient une identité complètement morcelée. Et en 1933, il y a un zozo qui arrive au pouvoir et qui, d'un seul coup, considère que ces gens-là n'ont pas une identité multiple. Ils considèrent que c'est du sang mêlé et que c'est que ça doit être totalement nettoyé de la surface de l'Allemagne. Et il va y avoir un grand mouvement en Allemagne qui s'appelle la honte noire. Et les enfants qui sont nés en Allemagne en 1920, qui sont métis, sont obligatoirement nés du viol commis par des soldats et tout. Et donc là, c'est le truc de la honte noire. J'ai travaillé sur ces questions-là. Peu de gens ont travaillé là-dessus. Et là, vous voyez encore la manière dont les choses sont utilisées et comment les gens qui sont les victimes, les objets de tout ce travail-là sont des gens qui sont totalement démunis et qui n'arrivent même pas à comprendre leur propre situation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est ma part noire? Est-ce que c'est ma part blanche? Est-ce que c'est ma part musulmane? Est-ce que c'est ma part catholique, protestante? Est-ce que c'est ma part française? Est-ce que c'est ma part d'indigène? Est-ce que c'est ma part française et tout? Les gens sont totalement démunis. Et donc là,
Ça a été très très fort de travailler sur cette question-là entre le Mali et comment la France et l'Allemagne. J'ai tout reconstitué dans la ville de Duisbourg. Et à Duisbourg, j'ai été invité une dizaine de fois pour parler de ça. C'est une partie de leur histoire à Duisbourg. Et là, vous rencontrez d'autres parties de l'histoire allemande. On m'a fait faire un parcours de la résistance dans la ville de Duisbourg, avec des enfants allemands et des petits-enfants de résistants. Ils m'ont dit, et là c'est une leçon pour nous, en 1933, quand Hitler arrive au pouvoir, le 1er mai, il y a la dernière manifestation ouvrière de la ville de Duisbourg, qui est un grand port sur le Rhin. Il dit, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé le 1er mai 1933 à Duisbourg. Le lendemain, tous les dirigeants syndicaux et politiques de Duisbourg ont été arrêtés. Ils ont tous été pendus le 3 mai à Duisbourg. Vous voyez, l'arrivée de Hitler, un mois et demi après, on pend les responsables communistes, syndicalistes, dockers dans les rues de Duisbourg. Et là, ça, je l'ignorais, cette rapidité, la terreur, comment ça s'installe et comment les choses se font à une rapidité qu'on n'imagine pas. On est dans l'époque de l'instantanéité, mais elle était déjà... on savait déjà, il y a des dizaines d'années, que c'est une arme absolument redoutable et qu'on gagne les guerres par cet effet de surprise. Donc c'est comme ça que ça s'enchaîne, les bouquins, moi. Hein. Et alors, les bouquins s'enchaînent et tu mets en avant cette histoire coloniale, que ce soit avec le Mali, avec l'Algérie. Et en 83, tu es un des premiers à mettre dans une fiction cette guerre d'Algérie. Et justement, on a un absent aujourd'hui qui n'a pas pu venir et qui devait parler de Guyota. Guyota est publié un peu avant toi. Est-ce que son tombeau pour 3000, j'ai vu le titre, est-ce que Guyota est influence? Est-ce que tu l'as lu à ce moment-là? Est-ce qu'au moment, avant d'écrire Meurtre pour mémoire, Guyota, tu le connais, tu l'as lu? Non, je le connais pas, je l'ai lu, mais je le connais pas. Je suis je suis à l'usine, moi, donc j'ai pas le bac et tout. Je me fais virer du lycée technique d'Aubervilliers le jour de la rentrée. Je rentre à 8h30, je me fais virer à 9h moins le quart en première. Et je trouve un boulot, je deviens imprimeur, je connais pas, et je deviens imprimeur de cette manière-là. Donc je lis beaucoup, je suis passionné de lecture, mais je lis pas mal de choses. En 82, je suis brièvement libraire. Je suis libraire pendant 3 mois, un petit boulot comme ça, rue Lafayette. J'invite un écrivain qui vient de publier un bouquin aux éditions de Minuit. Je lis le bouquin, je dis, purée, ça parle de moi. De manière générique, c'était François Bon, sorti d'usine. Et je fais connaissance de François Bon, c'est le seul écrivain que je connais à l'époque, mais Guyota, bien sûr, Tombeau pour 500 000 soldats, c'est un bouquin qui bouscule complètement. Mais l'Algérie, pour moi, c'est autre chose. L'Algérie, je suis à Aubervilliers, dans une cité qui s'appelle la cité Robespierre. Tous les dimanches matins, il y a le marché du Montfort à 500 mètres. Tous les dimanches matins, il y a quelqu'un qui va devenir maire, député, ministre et tout, qui est Jacques Ralit, qui habite juste à côté. Il organise une manifestation qui part de la cité Robespierre pour aller au marché du Montfort. Et il y a 100 personnes, 150 personnes, 200 personnes, tous les dimanches matins de la guerre d'Algérie. Et il y a cette manifestation, et ça rend hommage aux jeunes qui se sont fait blesser, aux jeunes qui ont été tués pendant la guerre d'Algérie et tout. Donc il y a un état de veille. Et moi, je participe pratiquement tous les dimanches matins. Les mômes, on suit le truc et tout, et on suit la manif. Il y a nos parents qui vont aller faire les courses au marché. Donc la guerre d'Algérie, c'est ça. La guerre d'Algérie, c'est Ma mère a une amie très, très proche. C'est une des seules qui a la télé dans la cité. Et je vais voir la télé chez elle. Elle s'appelle Suzanne Martorell. Elle est mariée avec un Espagnol de la déroute républicaine. Et la famille va à une manifestation, 8 février 62, manifestation qui va s'appeler Charonne. Et cette voisine que je connais, je suis avec ses enfants dans la classe, elle se fait tuer.
Elle se fait tuer à coups de matraque par la police du préfet Papon. Quand nous, on est, avec mes deux frangines, on est gardés par quelqu'un de la cité, quand les parents, les adultes vont faire des manifs. Et quand ils reviennent, ils sont totalement effrayés. Et j'ai encore ça, ils disent « Suzanne a été tuée » et ils donnent le nom de l'assassin. Donc moi, à 12 ans, je connais le nom de l'assassin. Et ils disent « Suzanne a été tuée par Papon ». Donc je sais à 12 ans que le préfet de police peut être l'assassin. Donc je vais écrire des romans policiers, mais sur cette base-là. C'est-à-dire en sachant que le préfet de police est l'assassin dans ma vie. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se font. Et quand j'écris sur l'Algérie, c'est toujours en pensant à Suzanne Martorell. Elle fait partie de ma vie, elle fait partie de... Et puis, c'est le premier mort de ma vie, est tué par un préfet de police dans les rues de Paris, alors qu'elle réclame la paix. Donc là, vous avez tout le concentré avec ça, ça vous accompagne à chaque... Oui, on peut être écrivain avec ça, chanteur, on peut écrire du théâtre, faire de la danse, on peut faire plein de trucs, mais d'un seul coup, ça modifie complètement votre rapport à l'autorité. Votre rapport à l'autorité, il est totalement redistribué. Vous accordez plus du tout la confiance à l'ordre et tout. C'est-à-dire que la seule chose que vous entendez, c'est la raison. C'est l'argumentation, la raison. Et depuis, alors ça date d'avant et tout, mais depuis le 8 février 62, j'arrête pas de me heurter à tous les pouvoirs, l'État, les municipalités, les maires, les partis communistes, les partis politiques et tout. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre en face que la moindre parcelle de mensonge, elle est interdite quand on fait la promesse de changer le monde. La moindre parcelle, elle est interdite. Et malheureusement, ils sont encombrés. Les circonstances font qu'on ne peut pas le dire, on le dira plus tard. Le rapport de Khrouchtchev, il faut le laisser derrière. Pendant 20 ans, 30 ans, ça, Tillon qu'on a viré comme un malpropre et tout, c'est lui qui avait raison, mais on ne dira pas, on va lui mettre une gerbe, mais fermez vos gueules et dites pas ce qu'il en est. Donc tout est comme ça, et moi, je n'arrive pas à supporter une once de cette position, mais une once. Donc c'est surtout donc la vie est difficile. Et en plus, je trouve que l'un des gestes justement qui se reconnaît dans ton écriture, qui est un geste de dissidence et de refus du mensonge, comme tu viens de le dire, c'est aussi la façon dont tu donnes des noms. Je pense à Fatima pour mémoire, par exemple, dans cette nouvelle, où l'enjeu, c'est de rappeler, mais ça s'entend dans ce que tu viens de dire aussi, quand tu viens de citer, cette personne s'appelait, et tu donnes le nom de cette personne qui a été tuée. Dans Fatima pour mémoire, tu dis, ils ont tué, non, ils n'ont pas tué 9 manifestants anonymes, ils ont tué Daniel Ferry, Anne-Claude Godot, Jean-Pierre Bernard, Suzanne Martorell, et tu donnes comme ça toute une liste de noms. Et j'ai l'impression, et c'est dans beaucoup de tes nouvelles notamment, l'important aussi, c'est de dire les noms, de dire vraiment les noms, et pas de dire les colonisés, les coupables, les victimes, d'essayer de vraiment, il y a un enjeu là-dessus. Mais Meurtre pour mémoire, quand j'écris Meurtre pour mémoire, c'est mon deuxième bouquin. Chaque chapitre, il y a un nom, il y a un prénom et un nom. Et j'ai conçu les premiers chapitres comme ça, ils sont titrés par des identités, et je les ai conçus comme des pierres tombales. Et donc c'est des pierres tombales, c'est pas des chapitres, c'est des pierres tombales. Tout simplement parce qu'on dit le 17 octobre, Papon a fait tuer 200, 300 Algériens. Non, il a fait tuer un tel. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, dans la parole militante, il y a eu 200 Algériens. Non. Cette parole, elle est atrophiée. Cette parole, elle n'est pas satisfaisante. Donc, à chaque fois, il faut se battre. J'ai participé à des dizaines d'initiatives pour des rues du 17 octobre, des places du 17 octobre. Et les gens qui venaient là, ils disaient, mais tous les gens qui ont été tués cette nuit d'horreur, ils ont disparu à tout jamais. Il n'y a aucun endroit pour se recueillir. Et le seul endroit où on peut se recueillir, c'est avec cette place du 17 octobre 61. D'un seul coup, ils vont dans cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est leur cimetière. C'est le cimetière public à côté d'un arrêt de bus. Et
cette façon de mettre les noms, quand en 1987, pour les 25 ans du massacre d'octobre, on me demande un article dans la presse algérienne. J'écris un article et j'avais à l'époque 3 noms. Donc je mets les 3 noms des 3 victimes. Il n'y avait pas de travail. Jean-Luc Einaudi n'avait pas encore commencé son travail sur le 17 octobre. Donc j'avais retrouvé 3 noms. Et je mets un nom qui était Fatima Bédar. Je dis Fatima Bédar pour mémoire. Je reçois une lettre. Alors l'article est republié quelques semaines après par le journal d'Humanité. Et je reçois une lettre d'une femme qui me dit... une copine de bureau m'a montré l'article de l'Humanité où vous parlez de Fatima Bédar. C'est ma sœur qui a été tuée, qui est morte en octobre 61. Comment pouvez-vous vous permettre de dire qu'elle a été tuée le 17 octobre alors qu'elle s'est suicidée le 30 octobre? Donc vous recevez une lettre comme ça, vous êtes mal à l'aise. Et je connaissais Jean-Luc Einaudi qui travaillait sur la question. Et on a commencé à essayer de comprendre ce qu'il en était. Et on s'est aperçu que Fatima Bédar avait véritablement disparu. Elle habitait Stein et elle était dans un lycée, collège-lycée de Saint-Denis, rue des Boucheries. Et elle a disparu le 17 octobre. C'est-à-dire qu'elle est allée à la manifestation contre l'avis de ses parents. Et son corps a été retrouvé à Aubervilliers, à l'écluse des Vertus, le 30 octobre 61. Et quand le père a été convoqué, le père, c'était un ancien qui avait fait la libération de la France, qui s'était engagé et tout, un héros de la libération. Il est arrivé, il n'écrivait pas, il ne lisait pas le français. Il a mis sa signature arabe au bas d'un document qu'on lui a donné. Et dans ce document, il est dit que la gamine est morte le 30 et s'est suicidée. Et donc là, c'est là qu'il y a la manip. Il y a une manip. Et donc, on a pu reconstituer après qu'elle était véritablement morte le 17 octobre 61. Et donc, par la vertu d'un roman de la série noire, vous avez d'un seul coup une victime qui ressort. Et dans la famille de Fatima Bédar, on n'en parlait plus du tout de Fatima Bédar parce qu'il y avait le suicide qui pesait sur sa mémoire. C'était devenu un fantôme. Et là, moi, je suis devenu ami de la famille Fatima Bédar. J'étais à l'enterrement il y a 2 mois du frère Judy. Et Judy, il y a une amitié incroyable qui s'était nouée avec Jean-Luc et puis avec moi, tout simplement parce qu'il avait 5 ans à la mort de sa sœur. Et ces 5 ans, il s'en rappelle, il a passé 15 jours avec sa mère qui était enceinte, à rechercher dans toutes les rues d'Aubervilliers, toutes les rues de Saint-Denis, toutes les rues de Stein. Elle était comme folle, sa mère, et elle cherchait sa fille, avec son gamin qui n'allait pas à l'école, qui avait 5 ans. Et donc, d'un seul coup, ces souvenirs-là, ils ont trouvé leur aboutissement dans le fait qu'on a élucidé avec Jean-Luc Einaudi l'assassinat de Fatima Bédar par Maurice Papon, parce que c'est lui, il ne sera jamais jugé pour ça, parce qu'il y a une amnésie qui pèse sur ces crimes du colonialisme et tout. Donc voilà. Et la vie, ma vie, les rencontres, les amitiés et tout, elles sont totalement tressées avec ce que j'écris. L'écriture, c'est la question de tout à l'heure. On ne se fixe pas ce but-là dans l'écriture, de résoudre la mort d'une gamine de 15 ans qui a été contre l'avis de ses parents, participer à une manifestation pour l'indépendance algérienne. C'est invraisemblable. On peut même remonter encore plus loin. Allons-y. En préparant l'entretien, tu m'as dit que cette question-là, c'est vraiment enraciné. Alors, tu m'as dit que c'était ton grand-père a été déserteur en 17 et que même ton arrière-grand-père aurait déserté l'armée belge. Oui. Est-ce que en 1884. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? En 1884, ma famille habitait à Assénédé, à la frontière des Pays-Bas, dans une région qui a été un département français quand même.
sous Napoléon et tout, ça a été français. Et ils avaient une fibre un petit peu francophile, les Daninx belges. Ils étaient comme une partie de la population flamande, ils étaient anticléricaux. Et il y avait une fibre aussi plus ou moins anarchiste. Et donc, oui. Donc, bon, ça, c'est l'histoire familiale. Et mon arrière-grand-père, qui s'appelait Sabas Daninx, qui était le fils de Ferdinandus, a déserté. Alors, c'était le tirage au sort par boule. Et donc, il avait eu une exemption et il s'était fait racheter avec un billet et ainsi de suite. Et donc, il était dans l'armée belge et il a décidé, une fois qu'il a touché son argent, qu'il a revendu sa boule, il a franchi la frontière et il s'est installé à Lille, où il y avait une communauté flamande très importante qui venait aussi non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons de survie, parce que la Flandre, à l'époque, il y avait la Wallonie très industrielle et tout, mais la Flandre, les gens crevaient véritablement de faim et venaient travailler sur les plaines à betteraves et tout. Donc il a été là et il s'est retrouvé en 1984, donc j'ai tous les papiers, j'ai fait toutes les recherches, il s'est retrouvé dans la communauté flamande et il était pote avec un autre flamand qui était là, qui va devenir très célèbre, qui est Pierre de Gayter. Pierre de Gayter, c'est le compositeur d'une ritournelle qui s'est appelée l'Internationale. Et donc, Pierre de Gayter, comment il est là, l'Internationale, c'est 87, la première fois où elle est jouée par la lyre de Lille. Et ensuite, ces Belges vont partir et ils vont s'installer à Saint-Denis. Et mon grand-père habite à 100 mètres mon arrière-grand-père, pardon, habite à 100 mètres de Pierre de Gayter, qui habite rue des Alouettes. Et lui, il est sur le boulevard de Strasbourg, à côté du cimetière et tout. Et mon grand-père va travailler avec Pierre de Gayter. Donc ça, c'est des choses qui sont de l'histoire familiale. Et mon arrière-grand-père, donc déserteur de 84, va être amnistié j'ai le papier d'amnistie du roi des Belges en 1904, 20 ans après, mais il remettra plus jamais les pieds en Belgique. Et ça a marqué fortement mon grand-père. Mon grand-père a été marqué par le fait d'avoir un père qui a déserté, qui a franchi la frontière, puis la mythologie du chant, toutes ces choses-là. Et mon grand-père, lui, il n'est pas véritablement militant anarchiste, il partage les idées anarchistes, il lit la presse anarchiste, et il est convoqué, il est né en 1895, et c'est la classe 15, et il va se retrouver engrainé dans l'armée française en décembre 14. Décembre 14. Son frère aussi, son frère aîné va être engrainé lui aussi et va mourir à la fin de 1915. Et ça va être un traumatisme pour lui, la mort de son frère. Et il va décider, parce que ça prend du temps ça, mais il va décider de déserter le 28 novembre 1916. Donc il déserte le 28 novembre 1916 et il vient se planquer dans le maquis de banlieue, donc entre Saint-Denis, Aubervilliers, Stein, Saint-Denis, beaucoup Saint-Denis. Et donc là, il va avoir, alors il y a un papier qui est passé tout à l'heure, non, c'est celui-ci, préfecture de la Seine, certificat exemption du service militaire actif d'un certain Cadeau d'Aubervilliers, Gaston Ernest et tout, journalier. Et ça, c'est un de ses meilleurs potes, Cadeau. Et Cadeau a été exempté pour des raisons médicales. Et donc, mon grand-père va prendre l'identité de Cadeau. Et il va vivre pendant un an complet, de novembre 1916 à novembre 1917, sous l'identité de Cadeau. Et il va survivre dans la banlieue pour gagner de la thune et tout, avec des petits fric-frac et tout. Il fait partie d'une bande et il survit de cette manière-là. Et il va se faire choper au bout d'un an. Par la gendarmerie, qui sont sur la trace de la bande.
Et il est dans le troquet avec deux ou trois autres malfrats par nécessité. Et donc, il va être chopé et il va être condamné à 3 ans de prison par le conseil de guerre du Cherche-Midi, incarcéré au Cherche-Midi. Et ensuite, il est condamné à 3 ans de travaux forcés, pas de prison, 3 ans de travaux forcés. Et il va être transféré à la prison de Collioure, où beaucoup sont envoyés vers les Bad-Daf, les choses comme ça. Lui, il ne va pas être renvoyé dans les endroits de la guillotine sèche, de l'autre côté, comme ça. Il va rester là. Et il va, je crois qu'il fait 1 an et demi avant d'être élargi. Mais cette histoire-là, mon père me raconte ça. Il me dit... mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, c'est un déserteur, un flamingant et tout et tout. Et puis il me dit, et ton grand-père, il t'en parlera jamais, mais lui, pareil, il s'est fait la belle, il s'est fait la paire, et tout et tout. Et il m'en dit pas plus, il m'en dit pas plus. Je me retrouve à écrire le Der des Der. J'en sais pas plus que ça. J'écris le Der des Der en souvenir de la guerre de 14, où je mets en scène les mutins de l'armée russe, de l'armée tsariste. La plus grande mutinerie de la guerre de 14, c'est les Russes qui se retrouvent sur le plateau des 1000 Vaches en Auvergne. Et j'écris sur ça grâce à un vieux pacifiste intégral que j'ai au téléphone juste avant qu'il meure, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « Les damnés de la guerre » à l'Union pacifiste, qui s'appelle Roger Monclin. Pacifiste intégral de 39, qui se barre en Suède pour échapper à l'uniforme et tout. Et je lis ce bouquin-là, je téléphone à l'Union pacifiste, je dis « Ce bouquin est extraordinaire, il y a des choses incroyables dedans. Est-ce que Roger Monclin, on peut... » Ils me disent « Ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vu, il doit être mort. » Ils me disent « On a un numéro de téléphone. » Je téléphone, je tombe sur Roger Monclin. Il me dit « Je suis content que quelqu'un... c'est un bouquin qui avait été écrit 50 ans auparavant, dans les années 30. Il me dit « Je suis content que quelqu'un ait fait attention à ce que j'ai écrit. » Et il me file tout un tas de docs qui me permettent d'écrire le Der des Der. Le bouquin paraît, Pivot m'invite, je parle du Der des Der dans l'émission Apostrophe. Et à un moment, je dis, et mon grand-père, j'ai écrit ça parce que mon grand-père a déserté et tout, je me retrouve avec la famille qui comment ça, tu salis la famille et tout, dont une tante, la tante Zézette, Georgette, gentille comme tout, mais fallait pas dire ça. Elle travaillait, elle était fonctionnaire à la mairie d'Austin et tout. Il ne faut pas parler de ce genre de choses. Et elle me dit, il n'a jamais déserté et tout. Elle fait même un article dans le journal municipal. Et puis ces connards, ils le passent. Et elle dit, mon père n'a jamais déserté. Il avait le sommeil lourd et il lui arrivait d'arriver en retard au tranché. Rien que pour ça, il fallait qu'il le publie. Et et elle est décédée en 2018. Et je récupère les papiers de famille. Les papiers de famille, c'est ça. C'est tout le procès du grand-père, tous les trucs. C'est-à-dire que c'était la gardienne de la mémoire. Il fallait absolument pas que cette histoire-là transpire et tout. Donc elle le savait. Elle avait tous les papiers et tout. Et elle les a planqués. Elle les a pas détruits. Et donc il y en avait une partie. Et après, l'autre partie, je suis allé à Vincennes. J'habite Fontenay-sous-Bois maintenant, en exil d'Aubervilliers. Et je suis allé à Fontenay-sous-Bois et j'ai cherché le dossier d'Aninx dans les dossiers des déserteurs. Impossible de le trouver, il n'existait pas. Et là, je me suis dit, purée, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fin de compte, regardez, il y a marqué au lieu de DAE, il y a marqué DOE. Et donc, on ne le trouvait pas, les archivistes ne le trouvaient pas dans DAE, il fallait aller un petit peu plus loin dans DOE. Et là, c'est Conseil de guerre, soldats d'Aninx, 24 novembre 17 et tout. Et donc, mais là, c'est pareil, vous voyez, c'est 2018, je résous totalement une énigme de 1917 en 2018. Il faut ce temps-là, il faut un siècle pour arriver à bousculer
tout ça, quoi, toute la bienséance, les cravates, les nœuds papes, les plis au pantalon et tout et tout. Tout ça, c'est devant vous, c'est ça qu'il faut casser, quoi. Il faut... Et en tant qu'écrivain, j'ai quelques armes. J'ai du temps pour aller passer des après-midi entières dans les vieux papiers et tout. Les gens n'ont pas ce temps-là. Ils se découragent pratiquement tous avant d'arriver à avoir une petite lueur au fond du tunnel, quoi. Alors, bon, à mon avis, la salle, avec un tel récit, a envie de te poser beaucoup de questions sur cette question-là, justement. Et c'est que le début, en plus, ouais. Mais parce que après, t'en fais, tu l'abordes évidemment dans le récit policier, tu fais des nouvelles, tu le déclines, il y a le Der des Der, mais il n'y a pas que dans le Der des Der où tu parles de cette situation-là, t'en parles absolument à plein d'endroits. Et j'aimerais juste, avant de laisser la salle poser des questions aussi, moi juste faire une petite parenthèse. Je donne quelques-uns des titres de ton œuvre de jeunesse. Il faut désobéir. Viva la libertà. Maudite soit la guerre. Avec le groupe Manoukian, les étrangers dans la résistance. Jean Jaurès, non à la guerre. Louise du temps des cerises. Alors j'ai réussi à récupérer que celui-là, donc Louise Michel évidemment. Comme s'il fallait dire aussi, alors à nous ici, des universitaires, des gens intéressés, des lecteurs, mais aussi aux plus jeunes, le plus vite possible, qu'il faut dire non à la guerre. Est-ce qu'il y a une urgence à dire ça Enfin, pourquoi dans ton œuvre de jeunesse, c'est quand même, ça revient si souvent? Non, parce que comment? Parce que c'est une notion, elle revient là. Moi, j'ai des petites filles de jumelles et tout, elles n'arrêtent pas d'en parler. Elles n'arrêtent pas d'en parler. Elles voient la télé, elles me parlent de Zelensky, elles me parlent de Poutine. Elles n'arrêtent pas d'en parler. Comment? Mais il y a eu toute une période où c'était terminé, hein, avant l'Ukraine. Avant l'Ukraine, il y a eu une déperdition totale. C'est-à-dire que cette menace-là, elle a assez comme évaporé d'un seul coup. C'était plus de saison. C'est comme si ça n'existait plus. Et donc j'ai écrit ça parce que comment? Moi, ça, je l'ai vu revenir, mais comment? La puanteur de la guerre, elle est arrivée tout à l'heure. Ça parlait de la Serbie. Elle est arrivée en 89-90. Elle était là. 350 000 morts en Europe, en Yougoslavie, hein, de tous les côtés, Et on a vu comment Poutine, on l'a vu, il s'appelait Milosevic. On a vu comment le rouge se transformait en brun. On l'a vu tous. On a vu ce qui s'est passé. Comment des communistes sont devenus les pires des assassins. Milosevic, Karadzic. J'ai les images de Limonov. Il y a des écrivains qui écrivent sur Limonov pour en dresser une statue, Emmanuel Carrère. Moi, j'ai vu Limonov en train de tirer à la mitrailleuse lourde sur Sarajevo. Son instructeur, c'était Karadzic. Karadzic, le poète Karadzic. Il y avait un type qui écrivait à la première page de l'Humanité. Il s'appelait Patrick Besson. Allez rechercher les articles de l'Humanité signés Patrick Besson. Il allait voir Karadzic, il allait voir Milosevic, il sabrait le champagne là-bas, il faisait des fêtes avec ces gens-là, pendant qu'il écrivait en première page du journal de Jaurès. Ce mensonge-là, il est absolument insupportable. Et ce Besson, il écrivait les femmes, au Kosovo, les femmes, on dit qu'elles ont été violées. Mais c'est du mensonge, il y a eu une faute de frappe, elles ont simplement été voilées. Allez chercher ça, ces textes-là. Moi, je l'ai vu, c'est 90, 91. Il y avait Jean Dutour, l'académicien, qui allait applaudir les tueurs serbes. Il y avait le frère de Renaud, Séchant. Il y avait tous ces gens-là. Il y avait Paul-Marie de Lagorce. Tous ces gens-là, ça a disparu, ces noms, ça ne dit plus rien à personne. Mais moi, c'est les gens avec qui je vivais à l'époque. Et j'ai écrit sur les rouges-bruns. J'ai dit, mais c'est un danger absolument effroyable. Et la guerre nous reviendra par ces gens-là. Et la guerre, elle nous revient par qui? Par Poutine. C'est Poutine, c'est Milosevic. C'est les gens qui étaient applaudis en première page du journal de l'Humanité. Donc c'est ça que j'ai pas arrêté de combattre. Et je suis toujours des mêmes idées. C'est-à-dire que pour moi, les idées progressistes, la philosophie de l'égalité, et ainsi de suite, c'est quelque chose qui me constitue.
Mais ce qu'ils ont fait, c'est absolument effroyable. Et ils ne sont toujours pas revenus. Ils ne sont toujours pas revenus là-dessus. C'est-à-dire que le minimum que je leur demande, c'est de dire, ouais, tiens, on a fait un petit inventaire des années 90 et puis on s'est aperçu qu'on a fait des conneries, donc on le dit. On n'aurait pas dû le faire. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est tout ce qu'on leur demande, c'est-à-dire prendre acte d'un certain moment. Ils ont participé, ils ont mis leurs briques sur le mur construit par les Milosevic, par les Karadzic, par les Poutine. C'est ça que j'arrête pas de dire, et je ne dévierai jamais de mes convictions profondes, mais je ne ferai pas le moindre cadeau à des gens qui mettent en scène ce qui nous broie. C'est tout. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Je pense que certains veulent réagir peut-être dans la salle. Il y a plusieurs questions. Oui. J'ai vu un article, une archive de l'Humanité quand Staline est mort. Il rendait hommage aux camarades Staline. Oui, oui, mais... Voilà. Et je voulais vous dire combien j'étais touché parce que dans votre œuvre, c'est un peu quelque chose qui m'impacte également, vous permettez le droit d'exister à des gens à qui on a interdit d'exister. Ça, c'est fabuleux. Félicitations. Oui, non, mais c'est ça. Moi, le fait d'avoir restitué le parcours de mon grand-père, déserteur, d'avoir reconstitué ça, d'avoir mis en lumière, d'avoir mis il a quand même fait. Il était là depuis décembre 14 jusqu'en novembre 16. Il a fait 2 ans de combat. Il était à Verdun, il était à Douaumont, il était au chemin des Dames. C'est ça, ces états de service. Et vous, Pierre Tombal, dans votre ouvrage, Ouais. toutes les personnes que vous honorez, vous leur donnez le droit d'exister alors qu'elles étaient interdites d'exister. Complètement, oui, oui. Donc, ce travail-là, mais c'est le travail qui a été fait à très grande échelle sur les victimes de la Shoah. Les gens se battaient de manière indécente. Il y en a eu 6 millions, 4 millions, 3 millions, 2 millions, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Et puis à un moment, il y a les Klarsfeld, et puis il y a des milliers de personnes. Ils y vont et ils mettent sur le mur, il y a tous les noms, tous les noms, tous les noms. C'est-à-dire c'est 1 + 1, et le travail ne sera pas terminé tant qu'on n'aura pas trouvé le dernier, qu'on n'aura pas restitué son identité et son parcours, le train dans lequel et tout, s'il est passé par Romainville, s'il est passé par Drancy, par Voves, par Châteaubriand et tout. Ce travail-là, il est absolument, absolument nécessaire. C'est la grandeur de ce que fait Spielberg. Spielberg, d'avoir pris ses caméras et avec une grande partie de l'argent qu'il a gagné, d'avoir fait des milliers d'interviews et d'avoir gardé la mémoire de tous ces gens. Il les a tous enregistrés. C'est les mémoires du monde. C'est ce travail, c'est le même travail. On est beaucoup à travers cette planète à faire chacun son devoir comme ça de bonhomme, de bonne femme et tout. On fixe et tout. Il y a quelqu'un qui, quand ma mère a travaillé dans les cantines d'Aubervilliers, qu'elle avait du travail supplémentaire et tout, on était avec mes 2 frangines, elle nous emmenait dans un bureau où il y avait une dame qui était là et qui était une seconde maman pour nous. Et c'est un souvenir extraordinaire de la douceur de cette femme. Elle est morte récemment, elle avait 101 ans, elle s'appelait Odette Niles. Odette Niles, elle était emprisonnée avec Guy Moquet, c'était la petite fiancée de Guy Moquet. Donc je me suis retrouvé dans ce genre de situation, d'avoir quelqu'un qui a eu des mots d'amour avec Guy Moquet. C'est-à-dire que l'histoire, pour moi, elle n'est pas figée, elle n'est pas dans les mots imprimés, elle est totalement incarnée par des individus. Sur d'autres gens qui sont en effraction comme ça du pouvoir. En 1968, il y avait des conversations secrètes entre le Viet Cong et les États-Unis à Paris. Et les Viet Cong qui étaient là, ils étaient au nombre de 4. On ne savait pas où ils étaient dans aucun hôtel, ils étaient planqués. Et il y avait un type qui avait refusé, qui s'était engagé dans l'armée et qui avait refusé de combattre le peuple vietnamien. Il s'était engagé quand le Japon occupait encore le Vietnam, et quand il arrive en bateau,
les Japonais ont été défaits et ils se retrouvent dans un pays en guerre contre la puissance coloniale française. Ce gars-là, son nom était sur tous les murs de France, il s'appelait Henri Martin. Et Henri Martin, il a fait 5 ans de prison pour ça. Henri Martin, il était communiste. Et c'est lui qui planquait les Vietnamiens. Et où est-ce qu'ils ont été planqués les 15 premiers jours, les Vietnamiens? Chez moi. Ils étaient dans la cité Robespierre. Et donc, avec mes frangines, on était dans une chambre. Et les Vietnamiens étaient dans ma chambre. Là, ça a été les 20 ans de ma sœur Danielle. On a récupéré des papiers après la mort de ma mère. Ils lui ont offert pour ses 20 ans, en 68, un disque des chansons révolutionnaires Viet Cong, qu'on a réécouté là et tout. Et on avait ça. Et j'ai les photos où je suis avec Henri Martin. Il habitait les Préclos à 150 mètres. Et donc, il y avait un type avec son nom partout, libéré Henri Martin, libéré Henri Martin. Il y a son portrait par Picasso, il y a son portrait par Fernand Léger, il y a un poème d'Éluard, il y a un poème de Prévert sur Henri Martin. C'était le voisin, et c'était lui qui nous amenait les Vietnamiens. Je suis photographié avec les émissaires Viet Cong, et Henri Martin. Et ensuite, ils ont su qu'ils étaient à Aubert, et donc ils ont été virés, ils ont été dans le pavillon de Lucie Aubrac, qui faisait partie de l'entourage immédiat de Henri Martin. Donc moi, j'ai vécu ce genre de choses. Quand j'avais 19 ans en 68 et tout, j'avais pas du tout cette vision-là et tout. Mais après, vous voyez un petit peu le poids que les choses... que les choses ont, quoi. Ça fait une incroyable densité. Et un coup, j'ai un de mes bouquins qui est traduit en vietnamien. On me demande d'aller faire une conférence, une série de conférences au Vietnam. Et je me suis retrouvé dans la Bibliothèque nationale à Hanoï. Et j'avais amené mes photos avec les... C'est des conneries de les amener. Mais je suis arrivé là. Alors, j'avais un parterre, il y avait 250 types avec des casquettes. Des généraux, des colonels, des trucs, des machins. Puis après, il y avait des gens sans casquette, comme ça, et tout. Donc, j'ai fait une conférence. Et après, j'ai donné cette truc-là, cette photo avec tous les choses. Et je ne me suis pas posé la question en disant, purée, c'est 68 et tout. Est-ce qu'ils ne sont pas tombés en disgrâce? Donc j'ai donné et j'ai vu que ça passait pas trop, quoi. Mais donc j'ai toujours pas la réponse, quoi. T'es satisfait par cette expression, le devoir de mémoire Qu'est-ce qu'elle est un peu, elle fige aussi Non, parce qu'on parle beaucoup de mémoire, mais quel type de mémoire? Du coup, la littérature, c'est une autre forme de mémoire que ce devoir de mémoire qui fige, quoi. J'ai pas mal écrit. J'ai écrit un roman qui se passe ici, à Lyon, qui s'appelle Éthique en toc, qui est un épisode du Poulpe, et qui parle de Monsieur Forisson, d'une université lyonnaise, où un professeur de littérature à l'époque, littérature, il n'était pas d'histoire, mais il faisait des cours qui étaient acceptés pendant 3 ans. Il faisait un cours à l'université en disant « Le journal d'Anne Frank est un faux ». Et il a publié un bouquin, et je me suis retrouvé... Donc, mais l'université lyonnaise, pas celle-ci, mais c'était Lyon 2. Lyon 2 a permis à un négationniste de faire des cours et de former des étudiants sur la base que le journal d'Anne Frank était un faux. Je me suis retrouvé, alors j'ai écrit Éthique en toc, qui parle de tout ça et tout, qui parle de la présence des négationnistes, pas simplement là, mais aussi au centre Pierre-Léon, c'est-à-dire là où Jean Moulin a été torturé. Il y en avait qui étaient planqués là. Il y en avait un petit peu partout. Donc j'ai fait un bouquin qui m'a valu pas mal de désagréments et tout, mais il fallait le faire. Et au moment où, quelques temps après avoir publié le bouquin, Robert Badinter, qui va aller voir son pote Manouchian d'ici peu au Panthéon, dans une émission d'Arte, il dit que Robert Forisson est un faussaire.
de l'histoire. Sauf que Forisson n'a jamais été condamné comme faussaire. Et donc là, Forisson a attaqué Badinter en justice. Et Badinter était dans un procès difficile. De dire de quelqu'un qu'il est faussaire, il faut prouver qu'il a été condamné pour des actes de faussaire. Et donc, il y a eu un procès devant la 17e chambre correctionnelle de l'ancien palais de justice de Paris. Et je reçois un coup de fil d'un des avocats de Robert Badinter, maître Joanneau, qui me dit vous avez écrit, vous avez travaillé sur le journal d'Anne Frank. J'avais fait tout un travail, j'avais bossé pendant 1 mois et demi sur le bouquin de Forisson pour montrer tout ce qu'il avait magouillé. Par exemple, à un moment, il dit dans le journal d'Anne Frank, Anne Frank dit que il faut pas faire de bruit et tout, que ça peut alerter les ouvriers en bas et tout, donc pas de bruit. Et là, il y a quelqu'un qui transporte un sac de haricots, le sac se crève, les haricots, et donc ça fait du bruit et tout le monde éclate de rire et tout. Et Forisson dit, vous voyez un petit peu, elle dit il faut pas faire de bruit, et là c'est la sarabande, les éclats de rire et tout, comment peut-on croire? Et il y a tout un tas de trucs comme ça, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Moi j'ai fait un truc très simple, j'ai regardé, il met les dates. J'ai regardé la date de l'épisode des haricots, c'était un dimanche. Donc il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a personne. Et donc j'avais fait tout un travail très très minutieux comme ça sur le journal d'Anne Frank. Et l'avocat de Badinter me dit est-ce que, sur la base du travail que vous avez fait sur le journal d'Anne Frank, est-ce que vous pourriez venir témoigner en faveur de Robert Badinter? Vous voyez, avec un épisode du Poulpe. Vous avez un coup de téléphone pour être témoin de Badinter. Et donc, je me suis chopé le travail à compléter, et j'ai témoigné. Alors, c'est un procès qui a été totalement filmé, le procès Badinter Forisson contre Badinter. Et donc, j'ai fait une intervention d'une demi-heure comme ça sur ça pour prouver que Forisson était un... Mais ça, pour moi, ça a été une récompense un petit peu du boulot que j'avais fait, de travailler sur le réel et de pouvoir agir sur le réel, non pas simplement par la fiction, mais directement, face à face avec Forisson. Et là, ça n'a pas été rapporté par la presse, mais ça a été une leçon extraordinaire. Quand un prévenu arrive, il a le banc des prévenus. Badinter est arrivé, il s'est mis sur le banc de l'accusation. Et le président a vu ça, et il n'a pas dit à Badinter, non, votre place, vous êtes accusé, c'est là-bas. Il ne lui a pas dit. Forisson est arrivé, il a vu que Badinter était à la place de l'accusation. Il n'a pas eu le courage de dire à Badinter de changer. Il est allé s'asseoir au banc des accusés. Et ça, c'était extraordinaire. À la première minute, il avait perdu le procès. Il avait admis qu'il avait perdu le procès. Donc, et Badinter a été relaxé après 3 jours d'audience quand même. Ça a été vraiment très, très pénible, cette affaire-là. Donc, moi, tous mes bouquins, ils sont toujours dans cet aller-retour entre la fiction qui piège le réel et le réel qui réagit à la mise en demeure de la fiction. Donc ça a accompagné, depuis 40 ans, ça n'arrête pas. Et y compris des héros comme dans des moments de l'histoire, comme il s'appelle Maxime Lisbonne pendant la Commune. Je crois qu'on n'est pas grand monde à connaître ce personnage. C'est qui? C'est un moment là où le moment de la Commune, c'est un moment de soulèvement contre ce genre de personnes, contre ce genre de situation. Quand tu fais un portrait de quelqu'un comme ça, c'est quoi là qui te soulève? C'est la même chose. Hein. Oui, c'est la même chose. Et puis, Maxime Lisbonne, personne ne le connaissait. Il y avait un grand photographe, l'égal de Douaneau, l'égal de Cartier-Bresson, l'égal de Willy Ronis. Il s'appelle Marcel Cerf. Allez voir les photos de Marcel Cerf. Extraordinaire. Et il a arrêté sa carrière, il était juif, les persécutions et tout. Il a arrêté sa carrière de photographe, il ne l'a pas reprise après la guerre. Et il est devenu un animateur des Amis de la Commune de Paris. Et il a écrit un petit bouquin sur ce Maxime Lisbonne que personne ne connaissait, un personnage absolument extraordinaire.
qui avait une devise, liberté, égalité, fraternité, c'est beau comme devise, dommage que ce soit resté platonique. Et toute sa vie est ça. Et ce type-là était colonel des turcos de la commune. Les turcos de la commune, son ordonnance, il s'appelait comment? C'était un soldat de l'armée française rallié à la commune, et il s'appelait Mohamed Ben Ali, parce qu'il y a une partie des troupes coloniales se sont ralliés à la commune. Et le nom de Mohamed Ben Ali, vous le retrouvez par 3 fois dans les mémoires de Louise Michel. Elle est très très pote avec Maxime Lisbonne, parce que Louise Michel a écrit des dizaines de pièces de théâtre, et Maxime Lisbonne était colonel de la commune. Il était cabaretier, mais il était aussi directeur de théâtre. Et il a dirigé les Bouffes du Nord avant Peter Brook. Et il a monté les pièces de Louise Michel, dont la première pièce de Louise Michel qui a été donnée en théâtre s'appelle Nadine, et le metteur en scène et celui qui a accueilli la pièce, c'est Maxime Lisbonne. C'est un personnage absolument incroyable. Vous voyez, rien comme ça, en donnant 2-3 éléments, c'est un personnage incroyable. Il a commencé sa vie militaire à Sébastopol dans les guerres de Crimée. Et il a été tout le temps en garde contre l'antisémitisme, parce que sa famille avait vécu un épisode de mépris absolu et qui va le poursuivre toute sa vie. C'est les Juifs portugais, Lisbonne, ceux qui vont répondre aux écrits antisémites de Voltaire. La lettre de Bordeaux des Juifs portugais à Monsieur de Voltaire. Faut le lire, ça, pour voir un petit peu l'ordurier de Monsieur de Voltaire sur la question de l'antisémitisme. Il faut brûler les Juifs, il faut brûler les synagogues, et ainsi de suite. Et les Juifs de Bordeaux qui lui répondent, les Juifs portugais de Bordeaux qui lui répondent, qui disent « Le feu que vous avez allumé est un feu générationnel qui ne s'éteindra jamais ». Ça date de 4 siècles. C'est encore d'une actualité effrayante et tout. Et Maxime Lisbonne, pourquoi il était contraint à combattre l'antisémitisme par le nom qu'il portait, c'est qu'un certain Napoléon avait fait en sorte que les soldats, les officiers de l'armée napoléonienne quittent tous leur prénom juif. Son père s'appelait Jacob. Et son père a été obligé de prendre un nom du calendrier. Et donc là, il y a cette dimension-là dans le parcours aussi de Maxime Lisbonne. Il a été déporté en Nouvelle-Calédonie. Il y a une légende qui dit que Louise Michel a plein de vertus, mais elle n'a pas défendu à taille la révolte des Kanaks. Elle est restée vraiment à distance de la révolte. Elle était proche du peuple kanak, mais elle n'a pas été en défense de la révolte. Elle était même effrayée par le nombre de morts et tout. Mais Maxime Lisbonne, lui, a été, dès 1878, il est du côté des Kanaks révoltés. Il dit « Les Kanaks révoltés sont les communards de Nouvelle-Calédonie ». Il avait l'art de la formule et tout. Donc là, c'est incontestable. Alors que d'autres vont se mettre au service des tueurs. Un grand de la commune, Amouroux, il va former des troupes pour aller tuer les Kanaks en échange de quelques mois de réduction de peine. Il y a ça, il y a toutes ces contradictions. Donc quand on affronte l'histoire, on est obligé de parler des ombres, des lumières, de tout ça. Et quand il revient à Paris, Maxime Lisbonne, il va créer une taverne qui s'appelle la Taverne du Bagne, qui est à Belleville. Et la Taverne du Bagne, les gens qui servent, on mange kanak, les gens qui servent sont déguisés en bagnards, ils ont un boulet de bois creux, à l'intérieur il y a les couverts, et les gens il y a des jugements qui sont faits, et c'est tout simplement pour contourner la censure. C'est-à-dire qu'il y a une censure préalable sur les textes qui sont joués, qui sont dits dans les cabarets. Et donc, il fait des happenings où il n'y a pas de choses écrites, comme ça. Et donc, il contourne la censure grâce à ce dispositif. Et quand les gens ont fini de manger leur repas kanak à Paris, on est en 1882, 83 quand même. Et ils n'ont pas la note, ils ont un bon d'amnistie.
Ils sont amnistiés, donc on a des exemplaires du bon d'amnistie, comme ça, il repart. Ensuite, il va y avoir 89, l'exposition universelle, 89, avec le centenaire de la Révolution, l'érection de la Tour Eiffel. Il va faire un cabaret où les gens, il va recruter dans tout Paris et la banlieue les sosies de Louis XVI, de Robespierre et tout. Et les gens arrivent au Troquet et ils sont servis par les personnages de l'histoire, qui sont en habit, mais qui sont véritablement les sosies. Et donc, les gens peuvent interpeller Louis XVI en disant « Eh Louis, mon steak n'est pas assez cuit, et tout, et tout. » Et donc, il fait tout un travail politique à partir de l'ironie. Et je n'ai cessé de penser à, pour la première partie, pas pour la deuxième, mais pour la première partie aller voir ça, les 2 épisodes de la vie de Volodymyr Zelensky qui ont été mis en ligne avant-hier sur Arte. Il y a véritablement ça chez Zelensky, ce travail sur l'ironie, comme la manière dont il sert de l'ironie pour dézinguer Poutine et le totalitarisme. Et je regardais ça, je dis purée, c'est la réincarnation de Maxime Lisbonne. C'est incroyable. Ah oui, oui. Il y a peut-être d'autres questions dans la salle. On est un peu en retard, mais on peut prendre un peu de temps. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui. Très rapidement, juste, tout à l'heure, vous avez évoqué un livre en aparté. Vous pouviez en dire un mot, parce que j'ai trouvé cette histoire extraordinaire, un livre de Michel Bouju. Oui. Oui, on parlait, il a été question hier de l'Algérie. Sur l'Algérie, où est-ce que je l'ai mis ça, voilà. Oui, sur l'Algérie, moi j'ai lu des livres pour écrire tout ça, et puis j'ai rencontré les gens. J'ai rencontré Benoît Rey, qui a écrit un livre sur ce qu'il a vécu en Algérie. Ça s'appelle Les Égorgeurs. Les Égorgeurs, il faut lire ça. J'ai connu aussi quelqu'un d'autre aussi qui a été obligé d'aller en Algérie, qui s'appelait Daniel Zimmerman. Il a écrit un livre qui a été interdit, qui s'appelait Nouvelles de la zone interdite. Il faut lire ça. C'est les gens qui se sont insurgés. Ils n'ont pas pu s'insurger sur place avec la chape de l'armée, de l'État et ainsi de suite, mais ils ont témoigné dans des livres vraiment importants. J'ai rencontré un historien qui a laissé des traces aussi, qui est mort l'année dernière, qui s'appelait Jacques Bénac, qui a beaucoup écrit sur la Russie, sur Makhno, sur tout ça, mais qui a été aussi un déserteur, comme d'autres. Et puis là, on parle de Michel Bouju. Michel Bouju, il est connu encore un petit peu par tout le travail qu'il a fait, cinéma, tout le travail d'éclairage du cinéma de la nouvelle vague, du cinéma américain. C'est l'émission où on ouvre des portes, là. On ne cesse d'ouvrir des portes et il n'y a rien derrière. Et Michel Bouju, son père était un militant socialiste, un poète, qui avait créé une revue à Jonzac, en Charente-Maritime, l'ex-Charente inférieure, qui s'appelait La Tour de Feu, où il y avait tous les grands esprits qui se rencontraient à Jonzac, dans les pages de la revue. Et donc, il a toujours vécu dans cette atmosphère. Et la guerre d'Algérie est arrivée, et il a été convoqué. Il est monté à Paris pour revêtir l'uniforme. Il est arrivé à Paris, et quand il a été habillé en militaire, il s'est dit... Son père a été un pacifiste intégral. Et il s'est dit qu'il ne pouvait pas... franchir la Méditerranée. Et à l'époque, à Paris, au tout début des années 60, il y avait des refuges, il y avait des cavernes extraordinaires, des endroits où on pouvait se planquer pendant des jours entiers. Ça s'appelait les cinéaques. Les cinéaques, c'était une série de cinéma qui fonctionnait 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Donc on pouvait rester, avec le prix d'un billet, on pouvait rester autant de temps qu'on voulait, une semaine si on voulait. Et donc, il s'est installé dans les cinéaques. Et il a fait le cinéaque Saint-Lazare, enfin il y en avait toute une série comme ça. Et il a regardé tous les films qu'on lui proposait comme ça. Et
en regardant les films et en étant planqué dans les cinéaques de Paris, il a décidé de déserter. Ça a mis quelques jours où il a pu trouver un relais en Suisse pour rejoindre la Suisse. Et quand il est arrivé en Suisse, il a trouvé un boulot à la Cinémathèque de Genève, en sortant des cinéaques. Et sa vie a été consacrée totalement au cinéma, à Michel Bouju. Et il a écrit un livre où il rend compte de ça. Ça s'appelle « Le jour où Gary Cooper est mort ». Et le jour où Gary Cooper est mort, c'est tout simplement qu'il est au cinéaque. Et là, il y a les actualités qui passent. Et il apprend la mort de Gary Cooper en direct, dans les actualités, en regardant. Et son livre, qui parle de l'insoumission, qui parle de la désertion, qui parle de cinéma, chaque chapitre, c'est le titre d'un film qu'il a vu dans les cinéaques dans les jours qui ont précédé son départ pour la Suisse. Et ça, c'est un livre extraordinaire sur la question qui nous occupe, mais qui est passé inaperçu, qui est passé... Pourtant, si on va sur YouTube, on a un copain de Michel Bouju qui s'est beaucoup battu contre la guerre d'Algérie et tout, qui en lit des morceaux, et il s'appelle Michel Piccoli. Un bon ami. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Pas d'autres questions? Est-ce que tu vois des réfractaires dont il faudrait écrire des livres aujourd'hui? Est-ce que tu as envie d'écrire de nouveaux livres sur certains, des figures? Non, il y a des livres, par exemple, tout à l'heure ça parlait de l'Algérie, des gens qui, avec la vision du FLN, il y en a un qui a déserté, qui est un militant communiste, qui s'appelait Maillot, Henri Maillot. Il a déserté en emmenant un camion rempli d'armes qu'il a donné à un maquis FLN. Ça a été d'un tel affront que l'armée française a monté une opération et ils ont flingué absolument tout le monde, les maquisards FLN et les maquisards communistes qui avaient rejoint, contre l'avis du Parti communiste, qui avaient rejoint la guérilla algérienne. Maillot, par exemple, voilà, c'est un nom qui est oublié, qui est passé. Il y en avait un deuxième, un type extraordinaire. Il y a un livre de Jean-Luc Einaudi sur lui, qui est indisponible. C'était un type qui avait une part espagnole, qui avait fait la guerre d'Espagne dans les brigades internationales, qui était algérien, européen, algérien, et il a rejoint les maquis FLN, et il a été tué aussi, lui, par l'armée française. Donc il y a des exemples comme ça et ces gens-là, leur mémoire se dilue énormément, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il faut retravailler encore sur les faire réapparaître, quoi. Et en plus, c'est des problématiques, quoi. C'est pas simplement un parcours. D'un seul coup, ça pose des questions, ça pose toutes ces questions de du passage à la lutte armée, voilà. Ouais. Je tombe sur un passage du journal de Louis Lecoing, Liberté, où il évoque ce jeune homme qui ne veut pas faire la guerre pendant la guerre d'Algérie, et que les gendarmes viennent chercher chez ses parents, dans la région de Nîmes, et ce jeune homme s'échappe par la fenêtre. Il est poursuivi par un gendarme qui l'abat dans le dos une balle. Il n'y a pas le nom de ce... Je ne sais pas si l'histoire a été relatée. En tout cas, Louis Lecoing a été condamné pour l'avoir écrit. Apologie de... Ouais. C'est juste l'histoire qui est restée... Oui. Non, juste tout à l'heure, comment c'est venu de manière fugace et tout, ça a parlé du 8 mai 45 et tout. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle La table de la veuve. Ça m'est revenu tout à l'heure. Et on est en plein dedans, là. Il y a, la signature, c'est le 8 mai, le 9 mai pour les soviétiques, mais la première signature de la reddition et tout, c'est le 7 mai
1945 à Reims, dans un collège de Reims. Et ensuite, il a fallu que les choses soient beaucoup plus officielles et tout. Donc, il y a eu une sorte de répétition. Mais le premier acte de reddition de l'Allemagne, c'est le 7 mai 1945 à Reims. Et à Reims, pour les 50 ans de l'événement, donc on est en 1995, on demande à un sculpteur, Christian Lapie, on lui dit, qui est un très très bon sculpteur, qui travaille avec les arbres morts, il récupère des arbres morts, il les coupe et il les passe au goudron, il les brûle au lance-flammes et il en fait des espèces de marcheurs qui font 20 mètres de haut, 15 mètres de haut et il fait des installations à travers le monde. C'est d'une beauté et d'une force absolument incroyable. C'est vraiment un des sculpteurs qui pour moi, compte énormément. Et Christian Lapie, on lui demande, est-ce que vous ne pourriez pas faire une sculpture pour les 50 ans du 7 mai 45, la signature à Reims. Comme il habite à Reims, il dit OK, il est financé par le ministère de la Culture, par la DRAC et ainsi de suite, donc c'est un projet d'importance. Et il fait quelque chose, il va faire une sculpture ironique, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit que la salle où ça a été signé, il y a une salle qui est exactement la même à côté. Et donc, la salle de signature, il y a les drapeaux, il y a des choses, c'est une sorte de musée. Et à côté, il va faire un simulacre de la salle. Et il fait une grande table en béton, du béton coloré en rose. Et dans le béton, il met des armes factices. Et il y a les empreintes des armes factices et tout. Et il fait une installation avec des bouquets de fleurs en plastique et tout et tout. Ça déroge à ce qu'il fait d'habitude, mais c'est vraiment très très costaud comme ça. L'exposition doit être inaugurée, l'inauguration est décalée, l'inauguration ne se fait pas, et il se retrouve chez Kafka. C'est-à-dire qu'il a signé avec le ministère de la Culture, avec la mairie, avec le département, avec la DRAC et tout. On lui dit, personne ne vous a jamais commandé cette sculpture, qui a été déménagée, qui a disparu, et aujourd'hui encore, on ne l'a jamais retrouvée. Et il commence à faire une enquête pour essayer de comprendre, mais il devient dingue. Ça va lui prendre des mois et des mois de sa vie pour essayer de comprendre pourquoi sa sculpture a été supprimée, sûrement détruite et tout. Il a les associations d'anciens combattants contre lui. Ce qu'il aurait voulu faire, qui n'existe pas, n'a pas été jusqu'au bout parce que c'était une offense et tout et tout. Donc il va se retrouver dans un système kafkaïen. Et après, il va réussir à comprendre et à tirer le bout. Et en fin de compte, il va s'apercevoir que c'est un ordre qui vient du château d'un truc qui s'appelle l'Élysée. Et là, il y a eu des ordres, on ne sait de qui, on ne sait de quoi, qui sont venus pour dire que cette plaisanterie ne devait pas avoir lieu. Et donc, ça a été interdit par des ordres supérieurs. Et il a réussi à retrouver, il l'a écrit, et moi je le mets dans ma nouvelle, il a retrouvé une lettre d'une femme qui est intervenue auprès des plus hautes autorités françaises pour faire en sorte que cette sculpture ironique, absolument insupportable, n'existe pas. C'était la veuve du maréchal Jodl. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle la table de la veuve, ma nouvelle. Et donc là, il y a eu une injonction de la femme d'un criminel contre l'humanité, parce que Jodl a été jugé coupable à Nuremberg. Il a été exécuté et ses cendres ont été dispersées on ne sait où pour qu'il n'y ait jamais de cérémonie en sa mémoire. Et donc là, sur le 7 mai 45, allez voir sur Internet, il y a tous les éléments. Quand on sait ce qu'on cherche, on le trouve. Et donc là, on voit un petit peu, en 95, voilà, les plus hautes autorités de l'État pouvaient intervenir de cette manière à la demande de la veuve d'un criminel contre l'humanité. Merci. Merci, on n'a pas envie d'arrêter, mais malheureusement l'heure tourne, mais je pense qu'on peut applaudir et remercier chaleureusement Didier Damax. Après, la conversation peut continuer de manière informelle aussi. Hein. Voilà, mais je sais que certains ont des trains.
à prendre. Eh bien, merci à tous. Ah, bon, alors on continue. Oui. On a retrouvé dans sa bio qu'en 1961, il avait été arrêté par la police de Vichy parce qu'avec certains de ses amis, ils essayaient de mettre une plaque en l'honneur de Pétain sur l'hôtel de la. Après, il y a des gens d'extrême gauche qui ont fait tout un tas de chercheurs du CNRS qui ont travaillé avec lui et tout. En 61, il avait signé son crime, quoi. Hein? Dans les négationnistes qui l'accompagnaient, il y avait pas mal de gens d'extrême gauche, d'ultra gauche, des gens comme Claude Carnoux et ainsi de suite, jusqu'au frangin de Daniel Cohn-Bendit qui a réussi à se fourvoyer dans un bouquin immonde et tout, qui est revenu dessus après. Mais bon, on a c'est tous ces moments tous ces moments-là, il ne faut pas les laisser passer. Hein. On se dit, bon, c'est des vieilles choses, il faut les laisser à l'écart et tout. Non, il faut le dire et tout, parce que ça revient en masse en ce moment, ce genre de choses. Ça revient en masse. Merci. Merci.